Imaginez que votre ancien voisin soit accusé de meurtre. En voyant la photo judiciaire, j'ai dit « Oh mon Dieu, je le connais ». Et en fait, j'ai un peu des frissons rien que d'y penser. C'est l'un des voisins de Chicago du chirurgien qui aurait tué son ex-femme et son mari à plusieurs heures de route, à Columbus, dans l'Ohio. Michael Mackey ne porte plus de blouse médicale. Il est en combinaison de prisonnier et il sera bientôt dans l'Ohio pour faire face aux accusations. Il a non seulement tué Monique et Spencer TP chez eux, mais il avait aussi prémédité son geste avant de tirer. Affaire liée à la loi et au crime. Je suis Chris Stewart. Avant de commencer On the Case, mentionnons notre sponsor, Morgan & Morgan, le plus grand cabinet d'avocats en dommages corporels des États-Unis. Avec plus de 1000 avocats, ils ont récupéré 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Récemment, un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance proposait 350 000. En Pennsylvanie, un autre a obtenu 26 millions, soit 40 fois l'offre initiale. Morgan & Morgan vous facilite la tâche pour défendre ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone, donc si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forthepeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. C'est une phrase toute faite, mais on dit qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière des portes closes. Ou quelque chose comme on ne sait jamais vraiment qui sont nos voisins. Mais soyons honnêtes, j'aimerais croire que je saurais si mes voisins étaient capables de faire quelque chose d'aussi horrible que ce dont Michael Mackey est accusé. À Spencer et Monique TP. Mais la vérité, c'est que, bien souvent, dans ces histoires, il est difficile de savoir qui parmi nous pourrait réellement faire quelque chose comme ce qu'il aurait fait. Et l'été dernier, je l'ai rencontré. Il était un nouveau résident et je me suis présenté à lui. C'était un homme très agréable. Et il y a des gens dans un immeuble à Chicago en ce moment qui repassent dans leur tête toutes les interactions qu'ils ont eues avec Michael Mackey. La femme à qui j'ai parlé aujourd'hui a rencontré Michael Mackey à une piscine l'été dernier à Chicago. Jerry Lynn Colerick, voisine de Michael Mackey, le croisait souvent. Elle commence maintenant à accepter qui il était. Elle vivait près d'un homme qui est actuellement menotté, accusé du meurtre de Spencer et Monique TP. Jerry Lynn nous a montré ces images de l'immeuble où elle vivait avec Michael Mackey avant son arrestation. C'est un immeuble de luxe à Lincoln Park, Chicago. Elle dit qu'après l'arrestation de Mackey, un policier était devant son appartement au 12e étage. Elle a vu les forces de l'ordre fouiller l'appartement de Mackey après sa garde à vue. Je vous dirai si elle avait remarqué des signes avant-coureurs chez Michael Mackey avant son arrestation. Avant d'en arriver là, je veux évoquer ce que nous savons sur lui à ce jour, car certaines informations ont déjà été rapportées et sont claires à ce sujet. Il a épousé Monique Tape, puis ils ont divorcé avant qu'elle ne rencontre Spencer Tape, avec qui elle a eu 2 enfants. Ils ont poursuivi leur vie. Mais qui était Michael Mackey et d'où venait-il? Nous avons enquêté, commençant par sa ville natale, Zanesville, dans l'Ohio, qui compte environ 25 000 habitants. C'est à environ 1 heure à l'est de Columbus. Et c'est là qu'il est allé à l'université, à Ohio State, et où il a probablement rencontré Monique. Maintenant, avant de devenir un Buckeye de l'Ohio State. Il a déjà accompli beaucoup en quittant le lycée. Le Zanesville Times Recorder, journal de sa ville natale, indique qu'il a reçu une mention honorable. Il a fait toute sa dernière année dans l'équipe de football et finit 5e de sa promo. Il semblait avoir beaucoup d'atouts. Après le lycée, il est resté près de chez lui. Il est allé à Ohio State pour ses études universitaires. On ne sait pas exactement quand lui et Monique ont commencé à sortir ensemble. Mais nous avons trouvé des photos d'eux datant au moins de 2013. Les voici avec des amis dans un parc aquatique. Monique est de Westerville, Ohio. À 21 minutes au nord de Columbus, elle a étudié l'éducation de la petite enfance. Elle avait 39 ans et a obtenu son diplôme vers 2017. Mais qui a obtenu son diplôme de médecine à l'Ohio State University en 2014. Pour devenir médecin, en particulier chirurgien vasculaire, il faut étudier pendant très longtemps. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 2014 et être devenu chirurgien, il faut ensuite passer à l'internat. Et dans ce cas, il semble qu'il ait commencé cela vers 2015 en Virginie. Maintenant, lui et Monique se sont mariés en 2015. Voici une photo de leur mariage. Après moi, ils ont déménagé ensemble en Virginie. Devenir chirurgien n'est pas facile. Vous étudiez 4 ans à l'université, puis 4 ans en médecine, soit 8 ans.
avant de poursuivre plusieurs années d'internat. Ensuite, Michael a fait son internat dans une clinique à Roanoke, en Virginie, qu'il a terminé après 5 ans. Il a obtenu son diplôme en 2020, maintenant pendant son séjour en Virginie. Le mariage avec Monique a échoué et le couple a divorcé en 2017, environ 2 ans après leur union. Nous avons maintenant les documents de divorce qui montrent que le couple a fini par divorcer. Lors du divorce devant un tribunal de l'Ohio, Monique était retournée vivre en Ohio, tandis que Michael restait en Virginie pour sa résidence. Monique a obtenu le divorce pour incompatibilité selon les documents. Monique vivait alors de nouveau dans l'Ohio et Michael a obtenu la maison du couple en Virginie lors du divorce. Mais que signifiait vraiment cette incompatibilité? Ce couple semblait avoir été ensemble quelques années avant le mariage. Après 2 ans, ils atteignent un point où ça ne va plus. Rien n'a été officiellement rapporté, mais de nombreuses rumeurs circulent en ligne. Après le divorce, Monique reste dans l'Ohio et rencontre un dentiste nommé Spencer TP. Tous les deux se sont rencontrés en ligne et ils ont simplement construit une belle vie ensemble. Ils finissent par se marier en 2020. Et puis il y a cette vidéo de mariage que tout le monde a vue à ce stade, filmée par le beau-frère de Spencer lors d'une célébration en 2021. Et ensuite, ce couple a 2 enfants, qui ont maintenant 4 ans et 1 an. Pendant que Monique poursuivait sa vie, Michael poursuivait sa formation de chirurgien vasculaire. Il a terminé une bourse à l'Université du Maryland en 2022, nous le savons actuellement. Mais qui détient des licences actives de chirurgien dans l'Illinois, où il résidait lors de son arrestation. En Californie, il aurait aussi travaillé quelque temps dans un établissement au Nevada. La chaîne locale 8 News Now à Las Vegas affirme qu'il a travaillé pour Las Vegas Surgical Associates, qui possède plusieurs bureaux au Nevada. Il propose un large éventail d'interventions. La chaîne précise que la licence de Moki au Nevada a expiré l'an dernier et affirme disposer de documents prouvant qu'il a été cité dans une plainte pour faute professionnelle médicale en 2023, visant plusieurs professionnels de santé. Au moment de son arrestation, Maki travaillait à l'OSF Saint Anthony Medical Center de Rockford, dans l'Illinois, à environ 1 heure et demie à l'ouest de Chicago. Le groupe de soins de santé a publié un communiqué après l'arrestation d'un chirurgien indiquant que OSF coopère avec les autorités, qui donneront plus d'informations. Toutes les questions doivent désormais être adressées à la police. Mais qui aurait eu un long trajet pour aller travailler? Il vivait cependant dans un bel endroit à Chicago, dans le quartier de Lincoln Park, qui est vraiment un très beau quartier. Son adresse sur les documents est celle de l'immeuble de luxe Le Pierre à Lincoln Park. Et encore une fois, nous avons parlé à l'une de ses voisines et nous allons entendre ce qu'elle avait à dire sur certaines interactions qu'elle a eues avec Maki dans un instant. Qu'est-ce qui n'est pas clair à ce stade? Beaucoup de choses restent floues. Pourquoi Michael Maki? Ce chirurgien, quelqu'un qui a étudié pendant environ 15 ans pour obtenir ce poste, qui gagnait probablement pas mal d'argent pour vivre dans ce bel immeuble de luxe. Pourquoi aurait-il prétendument conduit jusqu'à Columbus, dans l'Ohio, à environ 6 heures d'ici, pour tuer son ex-femme et son mari? Et pourquoi aurait-il fait ça près de 10 ans après la finalisation de son divorce avec Monique? Pourquoi aurait-il fait ça juste après Noël et à peine un jour avant le réveillon du Nouvel An? La police dit que Maki a conduit 6 heures depuis l'Illinois jusqu'à Columbus pour tuer Spencer et Monique. La police de Columbus dit avoir vu Maki sur des vidéosurveillance près des Tépis la nuit du meurtre. Voici la vidéo de la personne d'intérêt diffusée avant l'arrestation de Maki, montrant simplement quelqu'un jugé suspect par la police dans la zone. Selon la police, les agents ont suivi la personne d'intérêt sur la vidéo jusqu'à un véhicule et affirment que les Tépis ont été tués entre 2 heures et 5 heures du matin le 30 décembre à leur domicile à Columbus. Et la police indique qu'un véhicule est arrivé à Columbus peu de temps avant le meurtre des Tépis, puis a quitté la zone peu après. Maki a été arrêté. Environ 9 ou 10 jours après le meurtre des Tépis, il a été arrêté à Rockford, Illinois, dans la nuit de vendredi à samedi. Le lieu exact de son arrestation reste inconnu. Nous savons seulement qu'il a cette adresse à Chicago et qu'il travaillait à Rockford, dans ce centre médical. Où était-il exactement quand le bureau du shérif du comté de Winnebago l'a arrêté? Il n'était pas secret que Maki était l'ex-mari de Monique. Tout cela était public et a mené à de nombreuses spéculations après les meurtres des Tépis, à mesure que l'enquête progressait. Cependant, on n'entendait pas vraiment beaucoup parler de Michael Maki. On ignore encore quel contact Maki a eu avec la police après la découverte des Tépis morts. Quelle est l'urgence? Police ou médicale?
Peut-être les deux, je suppose, je ne sais pas. Je fais la routine, un appel là-bas. Ils ont frappé aux deux portes, mais personne n'a répondu. Oui, pas de réponse. J'entends des enfants dedans, j'en ai même entendu un crier. On ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas s'il faut forcer la porte ou entrer ou quoi faire. Tu étais là quand la police est venue? Non, je viens d'arriver il y a 5 minutes. D'accord, très bien. On va t'envoyer un micro. Premier appel au 911 le 30 décembre. Le docteur Spencer TP ne va pas à son cabinet. Un ami va chez les TP. Selon la police, il est entré dans la maison et a trouvé un corps. Nous avons reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière personne à qui j'ai parlé? Oh, Il y a un corps. Il y a un corps. il y a un corps à l'intérieur. Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te connecter à un médecin, d'accord? La police affirme que Spencer et Monique ont été retrouvés dans une chambre à l'étage. De nouveaux documents accusent de Mackie de leur avoir tiré dessus à plusieurs reprises. Les enfants des TP étaient également dans la maison, mais ils n'ont pas été blessés et ils sont maintenant avec des membres de leur famille. 2 jours avant l'arrestation de Mackie, le chef de la police de Columbus déclarait ne pas avoir de suspect, mais manifestement une enquête se poursuivait en coulisses. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse, et l'une d'elles est de savoir comment Mackie serait entré dans la maison des TP. La police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. On remarque une sonnette caméra à l'avant de la maison des TP, suggérant un système de sécurité. Vous demandez aussi la nature des contacts entre Monique et son ex-mari après leur divorce, et à quelle fréquence cet ancien élève de l'État de l'Ohio allait à Columbus. La police aurait trouvé des douilles de 9 mm dans la maison des TP, ce qui pourrait représenter une quantité énorme de preuves pour relier Moki à ce crime. Parce que d'un côté, oui, il était dans la région, selon la police. On le voit sur la vidéo, et pour le public, on peut regarder ça et se dire que c'est extrêmement suspect que cet ex-mari conduise en pleine nuit, soi-disant jusqu'à Columbus depuis l'Illinois, à peu près au moment où son ex-femme et son mari ont été tués, puis repartent peu de temps après pour retourner dans l'Illinois. Tout cela constitue certainement des preuves très accablantes à certains égards, je pense que dans l'opinion publique. Mais cela reste encore circonstanciel. Quelles preuves relient Moki à la scène de crime à l'intérieur de la maison, selon les enquêteurs? Peut-être que ces douilles de 9 mm seront très importantes pour dresser ce tableau maintenant. Il n'est également pas clair à ce stade si les forces de l'ordre possèdent l'arme du crime que Mackie aurait utilisée. Voici Mackie. Il entre au tribunal à Rockford, dans l'Illinois, lundi. Son audience a duré moins de 3 minutes. Il a renoncé à l'extradition. Il doit donc retourner dans l'Ohio pour répondre aux accusations de ce crime. Nous le savons aussi. La police de Chicago a perquisitionné son domicile dans l'immeuble de luxe Le Pierre à Lincoln Park. Voici une vidéo filmée par son voisin lors de l'intervention. Sa voisine Jerry Lynn Coleric est auteure de romans policiers et a écrit plusieurs livres sur des tueurs en série. Elle doit désormais accepter qu'elle était la voisine de Michael Moki. Nous l'avons interrogé plus tôt. Géraldine, comment connaissiez-vous Michael Moki? Je connaissais Michael McKee. Ici, sur la jetée, il y a une piscine et un barbecue à l'étage. Et l'été dernier, je l'ai rencontré. Il était un nouveau résident et je me suis présentée à lui. C'était un homme très agréable. Nous n'avons pas évoqué le travail. J'ai simplement parlé de l'immeuble et de son confort. Je lui ai aussi souhaité la bienvenue à la jetée et au Aaron Water Show. C'est le meilleur endroit pour l'observer en ville. Ils viennent juste devant nous. C'était vraiment agréable et plaisant. Et on se croisait, tu sais, en entrant dans l'immeuble ou dans l'ascenseur. Et tu sais, j'ai même oublié son nom pour être honnête. Et je lui disais bonjour, il me disait bonjour, et je disais, eh bien, on parle d'une longue journée. Et il disait, oui, longue journée. Nous n'avons jamais eu d'autres conversations après ça, et je ne savais pas qu'il était le suspect jusqu'à samedi dernier. Mon portier m'a dit que la chaîne 7 était dehors et il savait que je travaillais pour la chaîne 7 avant. Alors je suis sortie et la journaliste a dit qu'ils essayaient de parler à d'autres résidents et tout à propos de Michael McKee. Et j'ai dit, eh bien, je ne sais pas si je le connais ou pas. Il m'a montré la photo d'identité judiciaire et j'ai dit, oh mon Dieu, je connais cet homme. Et en fait, j'ai un peu des frissons rien que d'y penser maintenant. Et vous savez, c'était vraiment un choc pour moi.
Et ensuite, l'immeuble a envoyé une note à tous les résidents pour leur dire qu'il y aurait une présence policière dans l'immeuble à cause de l'un des résidents. Cela a vraiment fait parler les gens. Étant auteur de romans policiers connus du public, j'ai écrit 3 best-sellers dans ce genre. J'ai commencé à recevoir des messages de gens qui demandaient « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et les gens étaient inquiets. Et moi, eh bien, vous savez, l'actualité, ça fait toujours partie de moi. Alors, je suis montée à l'étage et, aux surprises, j'ai vu un policier assis devant sa porte. Des policiers surveillent son appartement jour et nuit et il vit seulement 2 étages au-dessus de moi. Et je les ai filmés là-bas, tu sais, je l'ai juste fait et j'ai aussi filmé la porte. Le lendemain, je vais dans mon garage et découvre un fourgon du laboratoire criminel de l'Ohio. Et je suis montée à l'étage et effectivement, j'ai vu la police là-bas et j'ai rencontré l'officier qui dirigeait l'enquête. Il vidait son appartement et rangeait ses affaires dans des cartons. Pour quelqu'un, tu as couvert des affaires criminelles, écrit sur le crime réel et travaille dans ce domaine. Tu évoques des personnes menant une double vie. Très souvent, et voilà quelqu'un que tu as rencontré à la piscine en été. Chicago est incroyable. Et puis tu as eu ce contraste et juste ce moment où tu vois, je veux dire, quelle était la différence dans ce que tu voyais dans ses yeux. Quand tu le rencontres et discutes avec lui, puis vois cette photo d'identité au visage sérieux, On voit que quelque chose a vraiment déclenché cet homme. Pourquoi? Je me demande pourquoi quelqu'un qui a une carrière réussie de chirurgien vasculaire et tout ça divorcerait-il après 10 ans de mariage? Est-ce le point de rupture? Quelque chose l'a déclenché. Une telle obsession, une telle souffrance à cause de ce divorce et de cette personne qui l'ont mené jusque-là. Je vais être honnête, Chris. Une fois cette limite franchie dans ta tête, il n'y a plus de retour possible. C'est ce que j'ai constaté chez les tueurs dont j'ai parlé. C'est une obsession et de la jalousie et l'amour qui les poussent à faire des choses folles, tu sais, comme Larry Eiler, un tueur en série sexuelle. Chaque fois que son amant le trompait, il sortait. Il tuait une victime pour canaliser sa rage et sa jalousie. Et c'est probablement ce qui rongeait son esprit. Il ne pouvait pas oublier cette femme. Quelque chose l'a incité à agir et il n'a pas pu s'arrêter. Il devait seulement évacuer ça, faire la pire chose qu'il imaginait. Comme beaucoup, il pense ne jamais se faire attraper en faisant ça. Mais maintenant, il y a toute cette technologie électronique, vous voyez. Personne ne pense qu'une caméra Ring peut vous filmer en partant ou filmer votre voiture, vous voyez. Vous savez, ça n'arrivait jamais il y a 20 ans et je pense que maintenant, ce sont des preuves circonstancielles et je pense que c'est pour ça que la police était là. Ils cherchent des choses, ils cherchent des chaussures qui pourraient peut-être correspondre à la trace dans la neige. Ils cherchent peut-être n'importe quel type de fibre provenant de la moquette. Des choses comme ça suffiraient. Et des notes, peut-être un journal intime, des photos partout dans l'appartement. Qui sait, vous voyez ce que je veux dire? Qui sait ce qui pousse les gens à dépasser les limites? Mais vous savez, la jalousie et l'amour qui tournent mal. Cela reste l'une des principales causes des violences conjugales. et quand vous l'avez vu, et je sais que c'était une interaction très brève, peut-être que vous vous êtes croisés dans le couloir. Nous cherchons tous à mieux comprendre qui il était et à repérer d'éventuels signaux d'alerte. L'avez-vous vu avec quelqu'un? Avait-il des amis? Non. Je ne l'ai jamais vu avec qui que ce soit. En fait, je l'ai vu la semaine dernière ou celle d'avant. Nous nous sommes croisés. Je me souviens de son visage grâce à la photo. Je me rappelle être assise dans le hall, attendant la mission et l'équipe et me souvenir de son passage. Et il n'était pas très sociable, pour être honnête. Tu sais, c'était quelqu'un de plutôt réservé. C'est un immeuble rempli de professionnels. Tu sais, à la maison, on ne l'est pas et on parle peu. Dans cet ascenseur, c'est juste. Salut, ça va? Oui, il fait froid aujourd'hui, tu comprends? Et il était très réservé, une personne discrète. Moi aussi. Après une mission, je n'ai envie de parler à personne. Et tu sais,
C'est dommage parce que beaucoup de gens ici sont là. Oh mon Dieu. Il habitait au 12e étage et tu sais, c'était un bel appartement et il le louait. Et on ne pense jamais qu'un de nos résidents ferait quelque chose comme ça. Mais les vraies victimes, Chris, ce sont les enfants. Je ne peux pas imaginer un enfant. Ta maman et ton papa sont là un jour et puis tu ne les revois plus du tout dans ta vie. Ça, je pense que c'est pire. Le petit de 4 ans, le nouveau-né peut-être moins, mais je parle de cet enfant de 4 ans. Je ressens vraiment de la peine pour ces enfants et leur vie maintenant. Et il a abandonné toute sa carrière de médecin. Il lui a fallu 15 ans pour en arriver là, pour avoir une belle carrière. Est-ce que ça en valait la peine, tu sais? Pour lui, apparemment, ça l'était, pour sortir sa rage et sa jalousie qu'il avait, peu importe, mais c'est tout. Mais moi, jamais. On ne sait jamais vraiment qui on fréquente ou quand quelqu'un disparaît. Tu vois, on ne sait jamais ce qui peut déclencher quelqu'un, même en parlant comme maintenant. Tu as l'air d'être une personne agréable, très gentille, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui te fera basculer et tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Ouais, j'espère que non, je veux dire, je pense à ton immeuble. Et au fil des jours, on l'a vu au tribunal hier. Et il est juste, tu penses, tu vois, des enfants qui étaient à la maison jusqu'à conduire jusqu'à Columbus, dans l'Ohio, pour soi-disant faire ça. Genre, je suppose, comment tu vas en réalisant que cette personne a fait ça, tu vois? Il y a sûrement ce choc sur le moment, genre, oh mon Dieu, c'était une affaire qui a fait la une des journaux nationaux. C'est ici, dans notre bâtiment. Mais quelle est l'ambiance? C'était quelqu'un d'ici, tu vois? On verra comment la justice avance et quelles preuves la police a contre lui. Sachant qu'il vivait avec vous, comment est l'ambiance dans le bâtiment? En ce moment, les gens sont assez nerveux, c'est comme les personnes à la porte. C'est parce que j'ai eu toutes ces équipes de télévision qui sont venues m'interviewer et tout ça. Ils sont vraiment nerveux. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai des résidents qui me disent, pourquoi tu parles même? Pourquoi tu critiques notre immeuble? La valeur de nos biens va baisser, blabla. Je leur dis, écoutez, la réalité et la vérité, c'est qu'un homme a vécu ici parmi nos résidents et il a tué 2 personnes. Et vous savez, il y a aussi les médias, parce que les médias me connaissent. J'ai écrit Libre de tuer, je suis une tueuse en série, Larry Eiler, puis je suis K et Prisonnier de la peur, ces grands livres de true crime. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens des médias savent qui je suis. Je reçois donc les appels. Quand la chaîne 2 m'a vu sur la chaîne 7, l'un de mes gars m'a appelé aussitôt. Présidente, nous vous avons déjà interviewé l'an dernier sur Hiller à cause de l'histoire de l'acide désoxyribonucléique sur les victimes non identifiées et comment j'ai convaincu le coroner de ne pas enterrer ces corps, mais d'utiliser l'acide désoxyribonucléique. L'an dernier, nous avons retrouvé 3 garçons et les avons rendus à leur famille. Ils savent qui je suis et viennent me voir. Mais des résidents et des membres de la direction sont très en colère que je prenne la parole. Comme je le dis, les entretiens se font uniquement chez vous. Donc, si vous voulez me parler, ce sera dehors ou par Zoom. Mais je pense que je n'ai pas peur. Aucun résident ne voulait parler. Mais c'est tellement bizarre, Chris, que parmi tous les résidents, j'ai rencontré ce gars et quand j'ai vu la photo, j'ai réalisé qui il était, mais j'ai même oublié son nom. On se croisait, juste un salut rapide car on savait à quoi on ressemblait. Il ne m'a pas appelé Géraldine ni rien de tel. Mais tu sais, c'est un peu douteux ici maintenant qu'il distribue l'information sur la police qui vient dans les appartements. Et j'ai demandé à certains voisins qui vivaient au 12 ce qui se passait et ils m'ont regardé. J'avais mon autre ami, Ron, qui m'a regardé et il m'a dit, je ne sais pas. Je ne veux pas demander ni savoir, Joe. Ce que j'ignore ne peut pas me nuire. Et tu sais, ils ne veulent pas s'impliquer. Géraldine, dernière question. En tant que journaliste couvrant des faits divers et des affaires très difficiles concernant des personnes mauvaises, il est censé être l'une de ces personnes maintenant. Si tu t'asseyais avec lui, sachant que tu le connaissais et à parler sans le savoir, que tout se passait dans sa tête, que lui demanderais-tu? Je lui dirais, Mike, qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour t'amener à ça? Quels sont tes regrets maintenant après avoir fait ça? Quelles sont les conséquences?
Et tu sais quoi, je le ressens vraiment au fond de moi et je ne suis pas, tu sais, moi en tant que personne, je crois que lui, enfin, il pourrait même essayer de se suicider en prison. J'ai aussi pensé cela. En étant aussi professionnel et conscient des conséquences de ses actes, il est très intelligent. Ça va lui trotter dans la tête. Pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait? Tu vois ce que je veux dire? Et il va être très déprimé et tout ce qui va avec ça. Ce n'est pas le tueur typique Larry Eiler, d'accord, qui vit ses fantasmes. Beaucoup de tueurs, comme nous le savons, Chris, vivent leurs fantasmes. Mais quand tu fais quelque chose comme ça et que c'est une obsession, alors tu auras probablement une obsession sur la façon dont tu as détruit ta vie. Tu sais que ce sont les conséquences qui peuvent arriver. J'espère que non, mais je veux dire, il risque aussi la peine de mort. Tu dois réaliser que meurtre aggravé signifie peine de mort dans l'Ohio, alors que ce n'est pas le cas dans l'Illinois. Cela pourrait être ça ou juste sa façon de le dire. Maintenant que je vais être condamné et tout, je vais demander la peine de mort parce que c'est la seule façon de mettre fin à ma douleur. Donc, on verra comment ça se passe. Je n'ai jamais eu peur de lui, ni pensé à quelque chose d'inhabituel. C'était juste un résident rencontré à la piscine, vous voyez, et on se croisait et on se disait bonjour, bonjour, comment ça va? Bien. Ou je disais, oh là là, je suis épuisée. Et parfois, il disait, moi aussi. Et voilà, c'est tout. Je descendais à mon 10e étage et lui au 12e. Donc, vous voyez, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour tout le monde autour. Mais les véritables victimes de cette affaire seront les enfants. Oui, non, c'est très bien dit. Eh bien, Géraldine, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. D'accord, merci. Voici donc la déclaration que la famille TP a publiée le jour de l'arrestation de Maki. Citation. L'arrestation d'aujourd'hui représente une étape importante vers la justice. Pour Monique et Spencer, rien ne réparera la perte de 2 vies trop tôt disparues. Nous remercions la police de Columbus, ses enquêteurs et la communauté des forces de l'ordre pour leurs efforts qui ont permis de capturer la personne impliquée. Merci à la communauté pour son soutien, ses prières et sa compassion pendant cette tragédie. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, nous faisons confiance au système judiciaire pour que la personne responsable soit pleinement tenue pour responsable. Monique et Spencer restent dans nos cœurs et nous emportons leur amour. En protégeant les 2 enfants qu'ils laissent, nous continuerons d'honorer leur vie et la lumière qu'ils ont apportée. Les Tépis laissent également derrière eux ces 2 enfants, âgés d'1 et de 4 ans. Une cagnotte GoFundMe a déjà récolté plus de 100 000 $. Ces enfants n'ont pas été blessés la nuit où leurs parents ont été tués, mais doivent désormais affronter leur absence et vivre avec leur famille. C'est tout pour cette affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et regardez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.